Bonjour à toutes, tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Fabien Moine, je suis naturopathe et magnétiseur sur la région de Dole et aussi j'interviens à l'espace bien-être qui est juste derrière 45 chemins des journaux, voilà, au même titre que Frédéric et Patricia qui sont là. Là, c'est dans le cadre de la semaine de l'optimisme que je vais faire cette conférence, on va dire causerie, parce qu'on est en petit comité. Ça me plaisait assez, j'avais déjà participé l'année dernière, mais ça me plaisait assez d'être dans la dynamique de ce que Hector, l'organisateur là, qui vient de fermer la porte, propose. Et puis l'année dernière, j'avais fait l'alimentation santé, et puis là, j'avais envie de faire l'alimentation santé, mais vue par un autre prisme. Souvent les gens me disent oui, je sais que je ne devrais pas manger ça, je sais que je devrais manger plus de ça, mais j'aime pas, ou alors ça coûte plus cher. Enfin, il y a toujours un phénomène de frustration qui vient s'ajouter sur cette alimentation de santé. Et moi, depuis le début, je l'ai vu quelque chose de très positif pour moi. Alors je ne dis pas que ça doit être la même chose pour l'autre, je ne fais pas un transfert, néanmoins c'est ce que j'essaye d'instiller comme dynamique chez l'autre. Que ça soit en séance individuelle quand je conseille, que ça soit dans les cours de cuisine, ou que ce soit dans les conférences. C'est vraiment, quelle que soit la raison qui amène les gens à s'intéresser à la santé, malheureusement c'est souvent un problème de santé justement, c'est un mal-être qui amène à s'intéresser au mieux-être, et ben qu'on en fasse une force, puis qu'on ne se dise pas j'empiète en plus, non seulement j'ai la fatalité, avec plein de guillemets, qui me tombe dessus avec un problème de santé, et derrière en plus dois me frustrer en réorganisant mon quotidien. Et moi j'essaye de proposer une vision qui soit autre, qui soit plus par le plaisir, par la joie, et comme une chance, de dire saisis l'opportunité d'avoir cette problématique-là dans ta vie pour remettre des choses en perspective au niveau de ton hygiène de vie, au niveau de tes relations sociales, ta façon de manger, ta façon de consommer, ta façon de penser. Est-ce qu'il n'y a pas des réflexes qui sont là-dedans, des choses conditionnées? Est-ce que vraiment tu as mis une application dans ton quotidien à dire je fais ce choix et je ne suis pas dans le mimétisme. Et donc l'alimentation santé pour moi c'est ça en fait, c'est plus que de manger bio, plus que de manger plus végétal, plus que de manger plus cru, c'est déjà de manger avec plus de joie, de se dire je fais déjà un effort pour moi-même au quotidien, 3 fois par jour, si on fait 3 repas, 4 fois, si on prend un encart, on va dire je me fais du bien gustativement, mais je me fais du bien aussi au niveau du corps. Majoritairement, on va dire, quand on est praticien... Bonjour. C'est pareil, ça fera 1 euro d'amende, c'est pas grave. Hein. Non, c'est pas gênant. 3 euros, ça me fera le parking, c'est pas grave. Installez-vous. On était au début, c'est pas grave, pas de souci. J'étais en train de dire que souvent on percevait l'alimentation de santé comme quelque chose de frustrant, comme quelque chose qui était impactant sur notre quotidien si on commence à s'y intéresser avec une problématique de santé. C'est-à-dire qu'on se sent contraint et forcé presque d'aller vers cette voie-là, c'est pas une pulsion naturelle, c'est presque une obligation, de se dire il va falloir que je commence à mettre ma réflexion sur cette chose-là, sur cette alimentation, parce que visiblement elle est dysfonctionnante, parce que ma santé me le dit. Et donc souvent on va voir quelqu'un qui conseille l'alimentation de santé, que ce soit n'importe qui, un diététicien, un naturopathe, un nutritionniste, je ne sais pas quoi, quelqu'un qui fait de la médecine ayurvédique. Et puis souvent la réflexion c'est ce que vous me dites de faire, c'est l'exact opposé de ce que je fais. Donc ça colle pas, puisqu'en général on mange ce qui nous fait plaisir, pas ce qu'on devrait, ce qui nous fait envie. Et du coup c'est un peu logique qu'on soit dans cette dynamique-là d'opposition, parce que c'est souvent ce qu'on a consommé ou trop consommé, qui a amené un déséquilibre dans le corps, et qui fait qu'en fait on devra aller chercher l'amplitude à l'opposé. Donc l'alimentation de santé, elle est pour les gens qui sont en état de santé oscillant, on va dire, poliment, elle est en opposition d'une alimentation de mauvaise santé qui est venue s'installer avec le temps. Mais qu'est-ce qui fait qu'on a adopté cette alimentation au départ? Il y a plusieurs choses, mais c'est un seul grand prisme, c'est le réflexe conditionné qui peut être familial, qui peut être culturel, qui peut être social. C'est-à-dire je mange ainsi parce que mes parents ont mangé ainsi et m'ont appris à manger ainsi et à cuisiner ainsi. Dans ma couche sociale, ça fait
Ça fait pauvre de manger comme ça, ou ça fait petit bourgeois de manger comme ça, ou ça fait bobo de manger comme ça. C'est ce qui a un temps existé. Tu manges bio, t'es un bobo. Ah bon, c'est réservé à une caste, comme si c'était les groupes de musique étaient destinés à des riches ou d'autres à des pauvres. Voilà, c'est segmenté. Ou alors, culturellement, ça se fait pas de manger comme ça. C'est les Indiens qui mangent comme ça, c'est les Américains qui mangent comme ça, c'est les Africains qui mangent comme ça. Donc à chaque fois, on est dans des formes de cloisonnement, et puis ce qui réduit considérablement notre alimentation. Si en plus on croise ces cloisonnements, des fois il ne reste plus grand-chose. Il reste les produits de région, culturellement très ancrés, et puis voilà, on s'y complaît, puis on transmet ça de génération en génération. Et puis on se retrouve face à quelque chose qui est presque une mono-alimentation. Et quand survient un problème de santé, c'est souvent au détriment de cette mono-alimentation. C'est-à-dire qu'on va devoir changer des choses par rapport à notre hygiène de vie, et ça va venir tout bouleverser. Et là, souvent les gens ressentent une énorme frustration. Vous m'enlevez tout ce que j'aime. C'est toujours la réflexion qui est faite. Et non, c'est pas tout ce que tu aimes, c'est tout ce que tu as mangé trop et à excès, et qui est venu déséquilibrer quelque chose qui était installé et qui devrait être naturellement autre. Et du coup, c'est une violence, c'est de dire déjà, je dois faire face à un problème de santé, et deux, en plus, je dois réorganiser mon quotidien, et trois, surtout, je dois mettre de l'argent dans un poste de vie où je n'avais pas prévu de mettre de l'argent, l'alimentation. C'est-à-dire, c'est un des premiers leviers qu'on active. On va rarement enlever Canal Satellite ou le forfait portable. On va dire je vais manger moins de fruits, moins de légumes, parce que c'est un peu plus cher, ou je ne vais plus manger bio. Je fais un peu de cynisme, mais c'est un peu ça. Et souvent, c'est un des premiers postes sur lesquels on vient rogner. Et on a une inversion des polarités quand on s'occupe de notre santé. Déjà, on va avoir des praticiens qui ne sont pas toujours remboursés. On va devoir mettre de l'argent en plus. Et en plus, si ces praticiens-là nous disent il faut manger autrement veut dire de meilleure qualité, donc cultiver avec plus de rapport à la terre, aux éléments naturels, donc moins de substances chimiques, donc plus cher aussi, souvent, moins d'aliments raffinés, donc qui sont complètement dévitalisés, qui sont moins chers à produire. Donc il y a une double frustration, et dans le quotidien, et dans le budget, puis même une triple frustration au niveau gustatif, parce qu'on n'a plus les sensations qui nous faisaient plaisir. Alors le prisme qu'on pourrait prendre, c'est de dire je ne vais pas enlever un aliment, je vais en découvrir des autres. Mais je ne vais pas en découvrir un autre, je vais en découvrir 2 autres, 3 autres, 4 autres, et puis dans les combinaisons, je vais découvrir encore d'autres saveurs. Puis je vais y intégrer peut-être des épices ou des herbes que je ne connaissais pas, qui ne sont pas à proprement parler des aliments, mais qui vont ouvrir vers d'autres choses. Et puis je vais apprendre à cuisiner autrement, je vais apprendre à partager autrement. Donc là, le but de la conférence, c'est de voir en fait qu'on peut faire entrer ces points positifs de notre vie, qui participeront aussi à la thérapie. S'ils amènent du plaisir et du mieux-être, évidemment que c'est plus positif pour nous, quel que soit le problème de santé. Donc l'alimentation santé, pour moi, elle va au-delà du simple aliment. Qu'il soit alcalinisant, qu'il soit détoxifiant, qu'il soit reminéralisant, hyperprotéiné ou quoi que ce soit, on s'en moque. C'est déjà surtout qu'il amène un plaisir quand on va le manger. Ça, c'est la donnée la plus dure à intégrer au départ. C'est-à-dire, ça me paraît bien fait ce que tu fais. Pourquoi généralement ? La maladie, moi j'appelle ça une maladie, la maladie chronique la plus répandue aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle la gueusie, c'est-à-dire l'absence de goût, l'absence de sensation gustative au niveau du palais. Ce qui fait qu'on est saturé, généralement de sel et de sucre, et qu'un aliment, on va dire, qui pourrait être de santé, c'est-à-dire consommé seul et cru, il va nous paraître totalement fade. On va penser que c'est de l'eau. On va dire, tu me fais manger des crudités très peu assaisonnées, j'ai l'impression de manger de la flotte. Est-ce que c'est vrai pour autant ? Oui et non. Oui, parce que c'est ce que l'essence de la personne indique, et il faut les écouter, et non, parce qu'en fait, le légume en lui-même possède une force d'expression au niveau gustatif. Mais peut-être que cette force d'expression-là, elle ne peut justement pas s'exprimer, parce que tout est hyper saturé. C'est le même cas qu'un Indien qui mange beaucoup épicé, qui vient chez nous, on lui fait un truc mijoté, des herbes très fins, il aura l'impression de manger de la semelle, du caoutchouc. Et nous, si on mange un de ces plats traditionnels, on va avoir les papilles gustatives complètement brûlées et irradiées. Contexte culturel, encore une fois, uniquement culturel. Pourtant, les deux aliments ont des saveurs. On ne saura pas interpréter leur juste saveur. C'est pour ça que pour les enfants, souvent, il y a une problématique d'introduire
dis bien introduire, hein, parce qu'on ne devrait pas introduire, ça devrait être là de base, des aliments dits de plus de santé, des légumes ou des fruits. Et ils sont assez peu réceptifs. Souvent ils ne sont pas mûrs, souvent ils ne sont pas bio, donc moins de goût, et surtout ils sont introduits après le début de l'alimentation, où là on a déjà commencé à mettre des sucres, des aliments sucrés, plus riches en gras, plus riches en sel, c'est-à-dire on a sollicité, même sursollicité le goût, et eux ça leur paraît fade, c'est normal, il n'y a plus de plaisir en fait dedans, il n'y a plus de stimulation. Et adulte, ça va être la même chose, parce qu'on aura rajouté 20 ans par-dessus. Si on commence déjà le matin, admettons, avec un café, plus une tartine de confiture, on va amener un café, quelque chose de très excitant, de très important, de très impactant en bouche, et d'ailleurs derrière un aliment qui est sucré, mais artificiellement, c'est-à-dire 50% de sucre blanc, dans une confiture traditionnelle qu'on peut trouver dans le commerce. Donc là, on est déjà surstimulé. Évidemment que si on dit manger une pomme, ça va paraître bien triste par rapport à ça. Donc le but, ça va être déjà de déprogrammer un petit peu cette sensation-là et de renvoyer à des choses normales. Le midi, même chose. Si je suis habitué à attaquer directement par mon plat chaud et épicé, si on met des crudités avant, évidemment qu'au niveau de la mastication, on n'aura plus les mêmes sensations. Au niveau du goût, on n'aura plus les mêmes sensations. Au niveau de la chaleur et de la présence qu'il y aura dans la bouche, on ne sera plus dans la même sensation, mais qu'est-ce qu'on ira chercher dans ce repas aussi? La coupure avec le travail, la rassurance, le fait de partager avec le collègue, ou on ira chercher la satiété, la vraie faim et le besoin physiologique de manger. Généralement, quand au travail, on va manger, on a une pause entre, par exemple, 12h30 à 13h30, et on mange à 13h40, au moment où on arrive à la cantine, parce que c'est le laps de temps qu'on a, mais peut-être qu'on arrive en n'ayant pas faim à 12h40. Peut-être que c'était plus à 14h, ou à 15h, voire même à 19h, ou le lendemain midi, qu'on aurait vraiment faim. On n'en sait rien parce qu'on n'a pas l'occasion de se poser cette question. Donc, c'est-à-dire le mécanisme instinctif qui s'exprime par le corps, et qui devrait dire, là, la vraie faim, elle se passe dans la bouche et pas dans l'estomac. Là, j'ai faim, c'est-à-dire les papilles sont prêtes. Et là, ce que vous allez mettre dans votre bouche, ça va littéralement exploser. Et l'aliment de santé, il sera celui qui vous donne la meilleure satisfaction au niveau du plaisir. C'est-à-dire que vous ressentez vraiment la faim dans votre bouche, ce qui est assez rare, il faut qu'on le reconnaisse tous. On ressent assez rarement la faim, on est plus encore une fois dans le réflexe. Et bien on va se tourner presque la bave aux lèvres vers l'aliment qui nous convient le plus. Et on va être surpris généralement. On va dire, mais est-ce qu'il est bon ce raisin? Est-ce qu'il est fruité? Est-ce qu'il éclate de sucre? Alors que le même raisin qui reste dans le frigo est quand même moins vivant, parce qu'on l'a stocké depuis un moment, il est même plus impactant au goût que quand on l'a acheté. Mais à quel moment on l'a acheté? À quel moment on l'a consommé? La première fois, est-ce que c'était seul? Est-ce que c'était après un repas saturé? Est-ce qu'on avait faim? Et ça, c'est toutes des questions. Et l'aliment de santé, c'est celui qui vous donne le plus de plaisir. Donc on a à l'inverse de la frustration, mais il faut savoir quand le manger. Et pour ça, il faut comprendre le mécanisme de la faim. Et la faim, elle n'existe pas là. Les gens me disent toujours, mais je vais avoir faim. Observez les gens quand ils parlent, ils indiquent toujours l'endroit où le corps s'exprime, sans qu'ils le sachent eux-mêmes. Si je mange que des fruits le matin, je vais avoir faim à 10h. Souvent, les gens me font ce geste-là. Alors, je les renvoie à la gestuelle qu'ils ont faite. Ils me disent, bah oui, ça gargouille, là, c'est le creux de 10h. Alors, je leur explique, je dis, bah, entre 8h, où tu as pris ton petit-déj, et puis 20h, où tu as pris ton repas, il s'est écoulé 2 heures, et tu l'as pas senti, ce creux-là. Est-ce que c'est vraiment la faim? Est-ce que c'est pas la fin de la digestion de ton petit-déjeuner qui t'a pris énormément d'énergie, et que vu que tu vas redigérer quelque chose, va couper ce processus-là? Donc ça va calmer un symptôme, mais ça ne va pas apporter vraiment de nutrition, mais surtout ça ne va pas apporter de plaisir. Ça va apporter le plaisir de calmer un symptôme qui est désagréable, c'est-à-dire un reflux acide ou un gargouillement d'estomac. Mais on ne sentira pas vraiment le goût de l'aliment, et pour cause, parce que dans cet aliment on ne va pas chercher la nutrition et le plaisir, on va chercher un pansement gastrique. Quand on va être dans l'alimentation de santé, on va se dire, je sais quel est le message que mon corps est en train de m'envoyer. Je vais remettre tout en place dans la bile, je ne sais pas trop, hein. Je ne suis pas gastro-entérologue, ça ne m'intéresse pas, mais je sais que tu travailles. Je sais que j'ai fini ma digestion, je sais que j'ai suffisamment d'énergie pour la journée, tu fais autre chose. Par contre, je peux prendre un petit verre d'eau, ça va peut-être apaiser. Et puis ce réflexe-là que je vais avoir un mardi d'octobre, ça va s'amenuiser le mercredi, moins le jeudi, moins le vendredi, puis la semaine d'après, on aura plus gargouillé. Parce qu'il n'aura plus lieu d'être, parce qu'il aura fini un processus que le corps avait lancé, et qui n'avait jamais pu s'exprimer au fond.
Et là, on est dans la réflexion santé. Et donc, on arrive à l'alimentation santé, et vu qu'avant, on mangeait à 8 heures, et qu'on mangeait à 10 heures, arrivé midi, on avait faim, mais moyennement faim. Et là, on a une découverte d'absence de nourriture pendant 4 heures dans l'estomac. Et quand on va arriver, on aura l'impression d'avoir un vrai appétit, mais ça sera encore qu'une illusion. Mais parce qu'on aura vraiment l'estomac vide. Donc, le premier aliment qu'on va ingérer, il va nous envoyer comme un message, un diagnostic de où j'en suis. Si c'est un aliment acide, ça va nous faire tout de suite monter l'acidité. Si c'est un aliment qui est très fort en goût, on va le sentir tout de suite, ça va éclater en bouche. Et s'il est complètement neutre et fade, on va se dire c'est un aliment et point. Mais qui va nous remplir, qui va nous amener des calories, mais peut-être pas ce dont j'ai besoin. La réflexion de se dire je vais vers une alimentation de santé, elle n'est pas d'écouter les théories de quelqu'un comme moi ou de n'importe quelle autre personne qui parle de l'alimentation, elle est avant tout de se tourner vers les messages du corps et surtout les interpréter. Cette sensation de faim qui est là, qu'est-ce qu'elle me dit? Pourquoi je la calme? Qu'est-ce qu'elle exprime? Comment je peux la comprendre? Comment je peux l'accompagner? Puis comment je peux l'endiguer? Cette faim qui s'exprime par la bouche, spontanément, je pense à me remplir, mais est-ce que c'est vraiment du pain là? Le truc qui peut me remplir le plus vite. Alors du pain, puis je bois de l'eau, puis ça gonfle et je suis calé. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'être calé ou d'être nourri? Alors j'avais peut-être peur, parce que Fabien il avait dit qu'on pouvait tenir plusieurs heures sans manger, mais je ne suis pas sûr. J'ai plus envie de me caler. Alors là oui, ce sera vers du pain, parce qu'on va combler une peur. Par contre, si je dis oui, c'est vrai, j'ai déjà entendu parler, puis il y a 2-3 amis qui m'ont dit qu'on pouvait tenir quand même 5-6 heures sans manger, donc j'ai pas besoin de me caler. Donc j'ai besoin d'énergie. Ok, mais qu'est-ce qui me ferait vraiment plaisir? Ouais, ça a l'air vachement bon là, cet avocat-là. Il a l'air d'être, puis je le sens, il est bien fruité. Là, je vais être dans le réflexe santé. Et quand je vais le manger, quand bien même l'avocat il me semblerait assez neutre au goût habituellement, peut-être là, il va pouvoir exprimer plus de choses au niveau gustatif. Mais quoi qu'il en soit, que ce soit pour quelqu'un qui a les papilles gustatives complètement saturées ou quelqu'un qui redécouvre le sentiment d'estomac vide, il faut passer par une phase de désinformation. Comme si on faisait une déprogrammation. Parce qu'on est tellement ancré dans notre schéma, on est tellement conditionné au niveau de ce que j'ai, les choses que j'ai dit, que c'est très dur après pour nous de comprendre ces nouvelles choses-là. Puis on est toujours dans l'appréhension, puis dans la projection. L'exemple le plus récent que j'ai, c'est une personne qui a la maladie de Crohn depuis 30 ans, qui est venue me voir mercredi dernier. Et elle avait le côlon qui avait été complètement enlevé, donc c'est un stade extrêmement avancé. Elle va aux toilettes 20 fois par jour, en général. Déjà, quand elle m'avait appelé pour prendre rendez-vous au mois d'août, elle me dit je suppose que vous allez me dire d'enlever gluten et produits laitiers. Je dis je suppose que vous connaissez la réponse, puisque vous me posez la question. Alors, il y a eu un petit silence de 5 secondes, très gêné au téléphone. Je dis si vous savez que je vais vous dire ça, ne venez pas, si on va perdre du temps, vous allez perdre de l'argent, et puis ça sera pas utile. Bon, on a pris le rendez-vous, et la personne vient. Et je lui dis, vous savez ce que je vais vous dire, entre autres. Elle me dit, j'ai déjà fait la moitié, j'ai enlevé le gluten. Et je dis, comment ça va? Ça va mieux, j'ai encore des selles, j'ai encore des brûlures, des spasmes, ça va un peu mieux. Je me relève plus la nuit pour prendre une douche, pour me nettoyer, parce que je me fais dessus. Je raconte un petit peu ça, parce que vous voyez le quotidien. Donc là, pendant 30 ans, un petit peu ce que ça peut donner. Et elle me rappelle avant-hier, cette personne, et puis donc on a fait un régime, je lui dis pendant 6 semaines on le tient. La première chose qu'elle me dit au téléphone, elle me dit j'ai perdu 1,5 kg, je pense que je vais arrêter ce qu'on a fait. Je dis c'est dommage, ça se passe mal. Elle me dit mon mari me dit que j'ai perdu des muscles. Alors je dis comment il le voit que ces 1,5 kg correspondait à des muscles? Il l'a vu, il me le dit. Je dis bon. Alors je lui explique, je fais par exemple, quelqu'un qui jeûne pendant 40 jours, il perd 5% de masse musculaire sur sa masse complète. Est-ce que vous pensez que même si vous avez perdu 5% de masse musculaire, ça soit ça? Elle était vraiment dans la peur. Alors j'essaye de décloisonner ça, et puis au final, alors qu'est-ce que ça dit? J'ai jamais été aussi bien depuis 30 ans. C'est-à-dire qu'elle avait complètement occulté le fait que ça aille mieux, parce qu'elle s'était laissée dominer par sa peur. Pas la sienne, c'est la nôtre. Et des fois, on va changer d'alimentation, on va complètement occulter. Ce que ça va nous faire, on va être pris dans notre peur. Je vais manquer d'eux.
Et si j'ai pas assez, est-ce que c'est vraiment ça? Le poids que je perds, c'est-à-dire généralement le retour du poids à l'équilibre, est-ce qu'un jour je vais m'arrêter de maigrir? Des gens qui m'ont dit ça. Je dis, bah non, vous allez partir en poussière par le squelette. Normalement, ça devrait se passer comme ça. Elles sont obligées d'être dans l'humour, dans quelque chose de provoquant, parce que c'est presque provoquant de dire ça. Mais les gens, s'ils s'écoutaient, ils riraient d'eux-mêmes. Mais on ne peut pas en vouloir à qui que ce soit, même dans l'entourage, d'avoir ces réflexions-là. Parce qu'il y a toute une chape de plomb autour de l'alimentation et des préjugés autour de l'alimentation de santé. On a bâti l'alimentation sur le culte du beaucoup, c'est mieux. Et si on dit manger à satiété, ça paraît trop peu. Et si on dit ne finissez pas votre assiette, ne vous forcez pas, ça paraît fou. Puis là on va dire, mais il faut penser aux petits Africains. Mais là on n'est plus, alors on va dire, pense à la santé de la planète. On ne peut pas se permettre de gaspiller, mais ce sera gaspillé quoi qu'il en soit, ça finira dans les selles si c'est un trop-plein. C'est-à-dire on m'offre 70 litres d'essence dans une cuve, mon réservoir il fait que 50. J'ai beau les cracher, mes 20 litres supplémentaires, ils finiront sur le goudron, ou alors ils vont embaumer ma peinture, mais ça ne sera pas un plus que j'aurai, ça sera un gaspillage qu'aurait pu profiter à un autre. Rien ne m'empêche de mettre le surplus dans un tupperware de manger après, mais en tout cas cette réflexion-là de dire il faut que je finisse, j'aurai plus, le corps il va stocker, mais du déchet, ça ne sera pas réutilisé après, en aucun cas. Ça va venir entraver les fonctions de digestion, ça va venir entraver les fonctions normales d'expression de l'organisme. Vous le sentez bien quand on est lourd, on respire moins bien, on est moins concentré, on est moins actif, on est plus irritable. Ça c'est quoi? C'est le trop plein de nourriture, alors qu'on pourrait dire j'ai mis plein de nutriments, j'ai mis plein de vitamines, plein de minéraux, plein de protéines, plein d'acides gras, plein de tout ce qu'on veut, et pourtant, même si j'ai mis beaucoup, je suis moins. Si on est dans une dynamique d'alimentation de santé, on doit être en meilleure santé après le repas qu'avant. Est-ce qu'il y en a dans cette salle qui se sentent mieux après le repas qu'avant? Plus d'énergie. Oui? Levez la main, c'est pas 2, 3, 4. Ça dépend. Ça dépend. Oui. On prend du carburant pour avoir plus d'énergie. Dès l'instant où on sent qu'on a moins d'énergie de faire une sieste, où on baille, où on sent qu'on est moins performant, c'est qu'il y a eu une erreur dedans. Après, c'est d'investiguer pour dire quelle est la source de cette erreur. Est-ce que j'ai fait de mauvaises associations? Est-ce que j'ai mangé trop? Est-ce que j'ai mangé trop d'un nutriment? Par exemple, on peut dire c'est super bon les noix, très bon la famille des noix. Et je me mange un seau de noix, je ne vais pas décoller quoi. Ou je me mange 3 avocats, pareil, ça va être lourd. Très bon l'avocat, un demi, c'est très bien. Tout va être une question de mesure, c'est pour ça que souvent on vous dit tel aliment, c'est de l'aliment santé. Souvent un truc très cher au kilo, pour marquer rien. Je mets la carotte. La carotte c'est 1,20€ le kilo, on préfère dire la baie de goji à 40€ le kilo qu'un super aliment de santé. Sauf qu'on regarde ses propriétés, oui, c'est, on va dire une poignée de baie de goji ou 5 carottes, ça fera kiff-kiff quoi. Je préfère me faire un jus avec 3 carottes et puis manger 2 carottes râpées dans ma journée, ça me coûtera 30-40 centimes, plutôt que mes 6-7€ de baie de goji, ça sera mieux. Et là, si on est sur le coup de la planète fini pour sauver, là j'aurais peut-être plus sauvé en n'apportant pas mes baies de goji de Chine, peut-être. Mais si on dit alimentation de santé, on ne dit pas aliment de santé, parce que tous les aliments apportent la santé. On va trouver des propriétés fabuleuses dans tout, on va dire les baies pour les antioxydants, les tuberculeux pour ça, les végétaux verts pour la chlorophylle, les algues pour les minéraux, les protéines, les graines germées. Tout type d'aliment est très bien, est exceptionnel, mais en fait c'est comme les individus, tout le monde a une qualité qui lui est propre, mais c'est le mélange et le melting pot qui forment quelque chose de très intéressant. Et les aliments c'est pareil. Le danger c'est d'en privilégier plus par rapport au détriment d'autres. Mais ils ne s'associent pas tous pareil, comme les individus. C'est pour ça que ça doit être plutôt ou l'alimentation de santé. Et là, on ne va pas se dire, je suis frustré de ne plus associer ce que j'aimais. C'est que non, tu vas associer des saveurs que tu mélangeais trop. C'est-à-dire, on sait que les légumes verts ils se marient avec à peu près tout. Ils peuvent se marier avec les protéines animales, avec évidemment les protéines végétales que sont les noix, un peu les glucides. Enfin voilà, c'est assez large. Et ça va demander très peu de digestion. Par contre, tout ce qui va être aliments amidonnés,
les aliments amidonnés, c'est-à-dire tout ce qui est famille des céréales, et on rajoute quelques tuberculeux, type pommes de terre, ou igname, etc. Ça va demander 4 à 5 heures de digestion. Donc si on a le droit d'amener les pommes de terre, surtout si on est franc-comtois, c'est-à-dire traditionnellement pour le coup là c'est bien ancré, mais si je me fais une fondue à la pomme de terre, plus ou raclette avec du fromage coulé dessus, l'amidon plus le produit laitier, extrêmement lourd à digérer. 5 heures d'énergie, 80% de notre énergie, pendant 5 heures elle va être mobilisée à digérer. Alors si j'ai une compète ou si j'ai une conférence, c'est sûr que je vais être moins opérationnel, compète sportive, hein, j'entendais. Et il faut par exemple 300 molécules d'eau pour hydrolyser une molécule d'amidon. Il va falloir que je boive beaucoup. Parce que ça va me déshydrater quelque part, parce qu'on va puiser l'eau du corps. Par contre, si je prends quelque chose qui est à la base amidonné, une banane pas mûre, et que j'attends qu'elle soit plus amidonnée, qu'elle soit mûre, et que je la mange, il me faut 25 minutes pour la digérer. C'est-à-dire 10 fois moins de temps. Et si je me fais une salade de fruits avec des bananes, je serai très contenté, j'aurai moins la pression dans ma tête que ça va m'apporter de l'énergie, mais une pomme de terre, ça vous paraît riche? Quand vous voyez quelque chose de jaune qui est enterré dans le sol, est-ce que ça vous paraît exploser en nutriments? Ah oui, parce qu'il y a des pommes de terre et pommes de terre. Déjà, la variété de la pomme de terre, on n'avait pas le même goût. Je veux dire quelque chose qui est enfoui dans le sol qui ne voit jamais la lumière, par exemple. Ben oui, ça puise de l'énergie dans la terre. Ouais. Donc je récupère une partie de cette énergie quand je la mange. Mais il n'y aura pas d'échange extérieur, ni gazeux, ni chlorophyllé. Avec... Il va y avoir les fans. Oui, les fans de pommes de terre. Mais la tubercule, on va dire le fruit du tubercule, oui, ne verra jamais la lumière. Lui. Mais ça fait rien, il y a du goût. Il y a du goût. Oui. Alors, et puis, est-ce que vous pourriez le manger cru, cet aliment? Pas vraiment. Non, donc vous êtes obligé de le transformer. Oui, je fais cuire. Donc vous êtes obligé de ruser avec. Je pense qu'il y en a qui peuvent manger cru. Alors, cru, on pourrait pas, ça ferait déjà, ça fait de la bouillie, puis on risque les occlusions. On peut boire le jus cru, par contre, parce que là, il n'y a plus la fibre. Oui. Ça passe. Les pommes de terre, les variétés de pommes de terre qu'on peut manger crues sont surtout variétés de pommes de terre, c'est pas vraiment c'est les patates douces. Et là, c'est quelque chose qui est très intéressant, c'est est-ce qu'un aliment qui ne peut pas être mangé naturellement, c'est-à-dire sans être transformé par la main de l'homme, est un aliment de santé? C'est une question que je pose. À votre avis? Oui, vous avez dit que la carotte c'était très bon. Est-ce que je peux la manger crue? Oui. Oui. Puis il y a plein de choses. Le radis noir, on peut le manger cru. Oui. Alors, moi la question c'est l'inverse. Les aliments que je ne peux pas manger crus, est-ce que ce sont des aliments de santé? J'ai dit que tout pouvait être aliment de santé. Tout est une question de proportion, je pense. Oui. Alors, est-ce qu'un franc-comtois lambda, dans sa proportion, met cet aliment-là, qui n'est donc pas de santé, donc on peut dire pas physiologiquement adapté à l'espèce humaine, de manière anecdotique? Oui, mais il y a des générations de grands-parents, parents, etc., qui ont mangé de la pomme de terre en quantité importante. Donc, lui, il la supporte peut-être très bien. Et c'est peut-être un aliment de santé pour lui. D'accord. Alors, on va prendre le problème autrement. Il y a beaucoup de radiation aujourd'hui. Je vais bien. Mon enfant va bien. Oui. Donc, je déduis comme vous, je fais un sophisme, les radiations ne causent rien. Non, pas vraiment. Alors, est-ce que parce qu'il n'y a pas beaucoup de radiation, parce que je les tolère, ou alors parce qu'on est dans un spectre plus large d'expression de la santé? Est-ce que vous me dites, vous prenez un facteur isolé, c'est pas de fois, vous ne me prendrez pas là. Vous dites, non, mon grand-père, 1 litre de rouge par jour. Mon grand-père, un paquet de gauloises par jour. Il m'aura 94 ans. Je dis, super. Qu'est-ce qu'il faisait ton grand-père? Il était paysan. Ah, paysan, qu'est-ce qu'il faisait? Ah, il bossait 16 heures par jour dans les champs. Combien de jours par semaine? 7 jours sur 7, parce qu'il prenait des vacances, non? C'est-à-dire qu'il était à l'air libre, il faisait de l'activité physique. C'était quoi ça? Où il les prenait, ces patates? Dans son jardin. Puis c'était quoi sa nourriture? De son jardin. Il mangeait beaucoup de viande, il tuait un cochon de temps en temps. D'accord. Est-ce qu'il mangeait à sa faim? Oui et non. Juste, est-ce qu'il était gros? Non, il était assez sec. Voilà. Là, d'accord, là on parle.
Après, je pose la question, ils ressemblent à quoi ces enfants? Ah, ces enfants, c'est pas pareil. Ah, pourquoi? Ah, il y en a un qui est obèse, l'autre qui a ça, qui a de l'arthrite. D'accord, puis les petits-enfants. Il y a de l'asthme à 5 ans. Ah, ça y est, on a compris l'épuisement sur une génération. Moi, là, je peux me griller un paquet de clopes, c'est pas un souci. Mais il faut revenir me voir dans 40 ans. C'est toujours pareil. C'est quel est le capital énergétique dont je bénéficie au départ. Bien sûr que manger des pommes de terre, j'ai jamais dit à quelqu'un d'arrêter de fumer. Si à côté, il a assez sain dans sa vie, si c'est son entorse, on faisait tous des entorses. Le but, c'est pas d'être complètement sain, de vivre dans un environnement dépourvu de pollution électromagnétique, de méditer, de ne pas être parasité par les autres, de ne pas avoir de téléphone portable, d'avoir une eau pure qui est distillée, qui est redynamisée, d'avoir des bonnes relations sociales, une bonne activité physique, manger ce qu'il faut, jeûner. Non, le but, c'est pas ça, et c'est pas possible, et surtout, il faudrait être complètement psychorigide pour tendre vers ça. Par contre, une pomme de terre, pareil, je dis, c'est les gens qui ont des gros soucis intestinaux, je dis enlever l'amidon. Mais c'est pas un problème, mais il faut avoir l'honnêteté de dire qu'est-ce qui est mangé à côté des gens qui vont bien. Ou alors, si vous mangez régulièrement des pommes de terre, enlevez-les puis faites la différence. Mais vous enlevez juste les pommes de terre. Et vous voyez s'il se passe quelque chose de différent. On supporte tous des choses qui ne vont pas dans le sens de la santé tous les jours. Mais on a des leviers d'inflexion qui sont différents. Il y en a qui seront très réactifs aux amidons, et il y en a d'autres pas du tout. Vous comprenez? Donc la pomme de terre en soi n'est pas un problème, mais comme la clope, elle n'est pas spécialement faite pour l'humain. Si ça me fait plaisir de fumer 2 clopes par jour, j'ai le droit. Si ça me fait plaisir de manger des pommes de terre, de temps en temps j'ai le droit, mais je ne peux pas dire que c'est quelque chose de santé au départ. Par contre, j'aurais jamais ce phénomène parasitant-là avec quelque chose que je peux manger cru. On en revient aux autres problèmes des amidons. Si je regarde les céréales, comment est-ce que je peux les manger crues dans la nature? Le blé il occupe une place très importante dans notre société aujourd'hui, puis dans la tradition culinaire. Est-ce que je pourrais manger un grain de blé tel qu'il est, sur l'épi? Déjà, il va falloir que je m'amuse. Puis je les mets dans ma bouche, je vais me casser les dents. Donc, encore une fois, il va falloir que je ruse, que je bidouille en tant qu'humain pour arriver à le rendre digeste. Je vais devoir le broyer, lui enlever son enveloppe, le tamiser, le réduire en pâte ou le faire chauffer. Enfin, c'est des processus de transformation qui demandent de l'énergie. Je pense qu'ils demandent plus d'énergie que ça n'en donne. Et puis, généralement, on l'affaiblit. Quand on dit blé raffiné, c'est-à-dire un aliment qui est mort, il ne reste rien, il ne reste que du sucre dedans. En plus, c'est des blés qui n'ont pas du tout les mêmes qualités que ceux là, ça rejoint ce que vous disiez par rapport aux variétés anciennes. 50 ans, enfin, ce que mangeaient les gens il y a 50 ans au niveau du blé, c'est plus du tout pareil. Exactement. C'est le croix, parce que là, l'alimentation qui est produite, c'est une alimentation de rendement. Ce n'est pas une alimentation de santé. Et c'est une alimentation adaptée à quoi? À l'envie de l'homme. C'est-à-dire, comme vous disiez, il y a plein de variétés de pommes de terre. Il y en a des centaines. Il y en a combien de commercialisées? 5, 6, 7 Celles qui sont le plus attirantes et satisfaisantes à l'œil. Les tomates, c'est pareil. Il y a 600 ou 700 variétés de tomates. Sur les étals, on en trouve combien? Celles qui sont rondes et rouges fluo. C'est-à-dire où on associe tomate, quand on a les enfants apprennent à lire, tomate égale rond rouge. Mais c'est pas un truc biscornu, un peu noir, comme les tomates russes, ou même les cœurs de bœuf qui sont très... Mais c'est ancré dès le départ. Et la carotte, pareil, qui est biscornue avec de la terre, on n'en voudra pas, au détriment de celle qui est bien lavée, qui a poussé dans le sable avec des engrais, voire même hors sol. Pardon? Ça change pas. Ça dépend. Là, on fait des interventions sur Dole avec une association qui s'appelle le Serpolet. On faisait goûter à des enfants. Spontanément, tous, ils vont se tourner vers ceux qui sont fluo. Et moi, je me rappelais quand je faisais le marché à Besançon, j'avais des mamies qui venaient, disaient au maraîcher bio, elles ne sont pas belles, vos carottes. Alors, il dit, pourquoi? Elles sont pleines de terre. Je disais, félicitez-vous, elles poussées dans la terre, vous êtes au contact de la terre. C'est là. Mais l'œil, le prisme de l'œil, c'est-à-dire on veut quelque chose de très, très épuré, de très propre, et de très conditionné. Donc c'est un double, en fait c'est un cercle vicieux, parce que du coup on veut ça, donc le marketing et la production nous donnent ça, mais ils nous donnent ça aussi pour qu'on puisse consommer ça. Donc quand on raisonne vers alimentation de santé, on se dit, je ne regarde pas l'aspect, je regarde l'apport.
c'est-à-dire le plaisir que j'ai à le manger. Et puis je peux me poser une question, est-ce que la pomme de terre c'est bon pour moi? Donc toujours je fais le test indépendamment, là, je prends l'aliment cru, je coupe en morceaux, je mange. Ouais, pour pas beaucoup de plaisir. Ah par contre quand je le fais rissoler avec des oignons, de l'ail, du sel et du poivre, ah c'est bon. Ah bah ouais mais c'est pas la pomme de terre qui va être bon, ça va être le sel, le poivre, la moutarde, les oignons et l'ail qui va être bon. La viande c'est souvent pareil. Une viande quand elle n'est pas préparée, c'est pas jouissif. Sauf la bonne viande. Sauf la bonne viande, exactement. Et puis qu'on arriverait à manger cru. Il y a des viandes, c'est des morceaux, c'est des nœuds de chair, des tendons, mais c'est ce qu'on y C'est mangeait. l'eau dans les casseroles. Oui, où ça réduit comme neige au soleil. Et là, quand il y a un vrai morceau de viande qui vous arrive, ou alors c'est là qu'on voit la différence avec le gibier, qui a un goût fort, certes, parce qu'il ne correspond plus au standard épuré, justement qui a été standardisé. Par contre, il y a une vraie notion de chair. Et donc quelque chose qui est différent à la gustation. Et puis aussi à la mastication, parce que c'est un problème qui est important aussi, c'est que la majorité des aliments qu'on cuisine, et là ça renvoie pour les petits, quelles sont les premières choses qu'on leur fait goûter? Des bouillies, des purées. Et regardez ce que les enfants mangent aujourd'hui. Le matin, ça va être du lait, avec quelque chose qu'on trempe, donc réduit en bouillie, un jus d'orange, donc de l'eau. L'acide. Le midi, c'est des choses qui sont cuites à la vapeur ou à l'eau en cantine industrielle, donc ça va être très mou. Et puis le soir, ça va être des pâtes, du riz avec du fromage, donc des choses molles. Il n'y a même plus de travail de mastication. Mais pour aller découvrir la saveur, découvrir l'instinct sur un aliment, ça passe par la mastication, ça passe par les échanges salivaires. Ah, il y a des enfants, quand on leur fait croquer des aliments crus, ils ont mal au maxillaire. Ils ne se rappellent pas avoir mâché, vraiment. Ça, c'est très commun. Regardez le nombre de fois où vous croquez vraiment dans un aliment fortement. On va dire, attention, ça abîme les dents à l'enfant. Non, ça les renforce. Parce qu'on est en train d'atrophier les dents de l'enfant. Par contre, on n'a pas de scrupule à lui donner du sucre qui va lui bousiller vraiment les dents. Et on va dire, non, c'est parce que tu as croqué fort dans ta noix. On transpose les problèmes. Si on ne fait pas marcher sa mastication, donc au départ ça part de la bouche, le vrai sentiment de faim, ensuite ça part de la mastication, mais nécessité d'avoir au moins goûté une fois l'aliment cru, pour savoir quelle information il nous donne. Dès l'instant qu'on va le cuire, on va perdre le code de reconnaissance. Ça passe par le travail des enzymes, mais ils sont totalement détruits à 52 degrés. Donc le corps, lui, il a plus en mémoire, quand il voit une courgette, il se dit, ah oui, je me rappelle, c'est quoi votre prénom? Votre prénom? Daniel. Daniel. Il dit, bah Daniel, je me rappelle, la courgette, ça a ce goût-là. Ouais, il y en avait assez de saison. Je me rappelle quelle enzyme il me faut. Alors je vais, hop, puis au niveau salivaire, il y a des informations plus subtiles. Et au cerveau, le travail est déjà fait, rien qu'à l'œil. La digestion, elle commence à l'œil. Donc il se rappelle, vous aviez ça dans votre boc de nez, ok. Vous faites cuire vos courgettes, machin, vous faites un tian ou légumes. Vous en mettez plein de trucs. L'œil n'identifie pas trop, le cerveau il sait, mais en même temps on met dans la bouche. D'accord, elle dit, Daniel, elle envoie le message courgette. Moi, je ne reconnais pas la courgette. Donc, je digère. Bon, il me faut d'autres enzymes qu'il n'y a pas là. Je vais les chercher dans le pancréas. Et le corps, il bidouille. Et il bidouille à tel point qu'à un moment donné, c'est reconnu comme un poison. Alors, il déclenche des globules blancs pour aider la digestion. Dès l'instant qu'on dépasse 50% d'aliments cuits dans un repas, il y a un phénomène même d'hyperleucocytose digestive qui se met en place. C'est-à-dire un déclenchement de globules blancs au niveau du système immunitaire qui va en direction du système digestif, parce que le corps reconnaît ces aliments cuits comme un poison. Alors on peut manger bio, très bien, on peut manger des légumes, très bien, mais si on enlève le code, si on les désinforme, si au niveau de leur structure moléculaire, on les désordonne, c'est plus des aliments de santé. Vous comprenez? Mais si je fais mon tian aux légumes avec ma courgette, mais qu'avant j'ai fait des petites courgettes râpées en salade, il aura les codes. Rien que ce réflexe-là. Ça veut dire que dans l'aliment, il y a de l'information. Oui. Dans tout. Il y a de l'information partout. Mais il y a du subtil, et c'est ça qui fait travailler l'instinct aussi. Si vous regardez les enfants, ils ont des compulsions des fois pour des aliments qui sont incompréhensibles pour nous. Parce que eux, ils sont sur l'information de l'aliment. Ils n'ont pas de conditionnement encore.
psychologique, ils n'ont pas de barrière mentale. Donc, c'est-à-dire, moi j'ai des amis qui me disaient, ils ne mangent que des kakis en ce moment, c'était un petit qui avait 1 an et demi. Qu'est-ce qu'il allait chercher dans le kaki? Je ne sais pas. Qu'est-ce que va chercher la femme enceinte quand on a des compulsions alimentaires pendant sa grossesse? Si elle n'est pas dans l'envie mais dans le besoin, ben, personne ne sait. En tout cas, elle sait profondément parce que c'est viscéral. Et on devrait parvenir à se mettre dans cet état-là au quotidien. Alors, c'est dur hein, d'être bien centré sur soi, mais de se dire, là qu'est-ce qui se passe au buffet de la cantine? Ça me parle pour ça me dit. J'en mange jamais, mais ça me parle. Et ben on y va. Et puis à la limite, on se dit, l'entrée qui ne me parlait pas trop, je dis, je ne vais pas prendre l'entrée. Est-ce que vous pouvez mettre un peu plus de ça? Parce que c'est ça qui me parle aujourd'hui. Et le lendemain, peut-être que le même plat qui vous parlait, ça vous serait pas trop venu à l'esprit d'en prendre. Donc c'est laisser l'expression de l'instinct. Mais il faut que le code soit présent dans l'aliment. S'il est déstructuré ou s'il a été stocké trop longtemps, c'est plus un aliment qui est vraiment vivant, quoi. Derrière l'alimentation de santé, on va chercher une meilleure vie, mais il faut aller chercher la vie dans l'aliment aussi. On ne peut pas attendre d'un aliment qui soit mort ou transformé, qu'il amène au niveau de sa vibration, de ses informations, quelque chose de plus en nous, s'il est déjà moins que nous. Donc ça veut dire que tout ce que vous dites, tout ce qui est de l'agroalimentaire, qui provient de l'agroalimentaire, c'est mort. Ça, c'est vous qui le dites. J'en déduis après ce que vous venez de dire. Oui, bien sûr. Vous le savez. Je veux dire, là, j'ai vu récemment une personne qui est atteinte d'un cancer et qui travaille dans l'alimentation, et puis bio. Et puis une personne dans son entourage qui dit, tu vois, manger de bio, ça sert à rien, ça évite pas le cancer. Quelle est l'utilité de dire ça? Enfin voilà, donc on le sait tous, quel est le rôle de l'alimentation. Qu'est-ce qu'on a envie de changer On sait tous qu'on devrait manger bio, qu'on devrait manger plus de crudités, manger plus de fruits et légumes. Évidemment que ça n'empêche pas X ou Y chose. Mais cette personne, dans cette réflexion, qu'est-ce qu'elle s'est dit? Ça me rassure, je ne vais pas manger bio. Mais tous, autant qu'on est dans l'époque d'information dans laquelle on vit, on sait que les additifs alimentaires, que l'alimentation industrielle ne sont pas bénéfiques pour la santé. Mais quelle barrière réflexe on va mettre en œuvre pour ne pas appliquer ça? Et c'est très bien que vous ayez parlé de la notion de, on va dire, d'ascendance, parce que souvent c'est si je remets en question ce que j'ai mangé, automatiquement je vais devoir juger mon ascendance. Je juge mes parents, puisque j'ai hérité cette façon de me nourrir qui me conduit à un déséquilibre de leur part. Et ça serait dire, ils m'ont fait du mal. Comment? Je suis infidèle. Ou je suis infidèle. Voilà, je suis un mauvais fils ou une mauvaise fifi. C'est encore pire. Mais c'est ça, hein, c'est souvent ça. Les mécanismes inconscients sur la nourriture, ils sont énormes. Quand je vous dis qu'il y a des gens qui me disent je me remplis parce que sinon j'ai l'impression de disparaître, je ne vois pas aux yeux des autres. On n'est que dans le psychologique là. On est tout le temps là-dedans. Hier, j'ai regardé cette émission, je ne sais plus, je suis tombé dessus, sur M6, enfin formidable, obésité morbide ou je ne sais pas quoi. Juste une minute, quelqu'un a vu? C'était une maman qui avait perdu son fils à 18 ans, et du diabète. Puis il est mort, il a une maladie cellulaire, enfin 18 ans d'obésité, il pesait 110 kilos. Et tous ses enfants sont en surpoids. Son gamin de 15 ans, il est à 92 kilos. Mais elle cuisine toujours pareil. Et le fils a commencé à grossir au décès de son frère. Donc là, on n'est que dans le psychologique. Pour autant, on pourrait se dire, la mort du plus grand va bénéficier aux autres, même pas. Alors c'est quoi la barrière dans cette famille? On ne sait pas, mais là, on n'est que là-dedans. On se dit, elle est en train de... Parce qu'il n'y a que la mère qui fait des trucs astronomiques. Elle sait bien la responsabilité qu'elle a eue sur le décès de son fils. Mais ça se trouve, c'est pas aller encore à la tête. Peut-être une hypothèse de Fabien Moine qui vaut pas grand-chose, du coup. Peut-être que si elle dit, si je donne à manger différemment aux autres, ça veut dire que j'assume d'avoir été responsable de la mort du premier. Donc, quitte à sacrifier les autres, je continue dans cette voie-là. Peut-être. Je sais pas, parce que je suis pas psychologue et puis c'est du truc à 4 sous que je vous fais. Mais c'est possible. C'est possible. On ne sait jamais. Mais derrière le changement alimentaire, il y a toujours un nœud psychologique. Tout le temps. Et pourquoi on sait ce qui est bon pour nous et pourquoi on ne l'applique pas? Vous, par exemple, quand vous me dites ça veut dire que l'alimentation industrielle, c'est pas vraiment bon.
Évidemment que c'est une question à laquelle vous avez répondu depuis longtemps. Vous n'avez pas attendu de venir ici, puis mes arguments, je n'ai pas sorti un truc de magicien, là, je n'ai pas sorti un scoop au niveau planétaire. Qui est-ce qui sait que l'alimentation industrielle n'est pas terrible, et les additifs alimentaires ne sont pas terribles? Ouais, qu'est-ce qui le sait? Tout le monde. Personne n'est dupe de ça. Qui est-ce qui en mange au quotidien? Ah, faut pas avoir honte, personne n'est jugé. Je prends les noms, les adresses mail, les distributs. Ah, des aliments transformés, voilà. Les pâtes, c'est transformé. Ah bah oui. Je ne mange pas tous les jours, je ne suis pas italienne. Enfin, si. Pourquoi est-ce qu'un aliment transformé serait forcément mauvais? Alors, il y a transformé déjà. Ça va dépendre. Par exemple, la pomme de terre qu'on fait cuire. Pardon? J'en reviens à la pomme de terre qu'on fait cuire, elle est transformée. Oui, elle est transformée. En fait, on pourrait dire qu'elle est déstructurée. Et puis, elle est transformée en effet, parce que vous me dites, vous pourriez me dire, moi je préférerais que vous me citiez l'exemple extrême de me dire la purée magie, la pomme de terre qui a été cuite, pulvérisée en flocons, avec laquelle on a mis du lait en poudre dedans. Là, je vous dis là, entre votre pomme de terre que vous avez cueillie de votre jardin, vous allez faire une purée fraîche, et puis votre truc, oui, c'est des aliments transformés, mais il y a un monde entre les deux. Moi, je préfère venir manger votre purée chez vous que de manger la magie. Il n'y a pas de souci. Transformer. En plus, quand vous la préparez, vous y mettez une attention, vous avez le plaisir d'avoir fait pousser votre pomme de terre. Quand vous la préparez, vous dites, tiens, je sais qu'il aime bien le persil, mon mari, je vais mettre un peu de persil, et les enfants, ils aiment bien la coriandre, vous mettez un peu de coriandre, vous y mettez de l'amour, vous y mettez une attention, vous faites votre truc magie, l'amour et l'attention, on touille en regardant la télé, quoi. Oui, voilà. Donc tout est information. Oui, tout est information, parce qu'on va donner une information positive, évidemment. C'est pour ça que quelqu'un qui va vous dire, je veux une alimentation de santé, je dis, mais déjà, quelle est la place de l'aliment? Et quelle est la place que tu veux occuper, toi, au niveau de ta cellule familiale? Est-ce que tu as envie d'être ostracisé, ou est-ce que tu as envie de partager quand même d'autres choses? Eh bien, même si quelqu'un va me dire, moi je suis convaincu que la viande n'est pas bonne, c'est son opinion, et puis qu'il me dit, je refuse de manger à la maison, mais ça me frustre, je ne partage pas le même repas, je lui dirais, je pense, que tu as plus d'effets négatifs de la part de ta frustration, de ne pas partager, plutôt que de l'effet que tu penses avoir à consommer un produit animal. Et l'alimentation de santé, c'est ça aussi. Oui. Parce que certaines personnes se coupent complètement de la société avec des intolérances, des dites intolérances. Ça va dépendre où elles ont mis leurs priorités. C'est leur priorité et elles refusent de déjeuner, dîner avec certaines personnes parce qu'on va manger des choses. Si c'est une vraie problématique. Il y a une certaine intolérance, je crois. Il y a l'intolérance alimentaire, puis après il y a l'intolérance sociale aux autres. Ouais. Je vois beaucoup de gens par intolérance alimentaire, dite intolérance, vraie ou fausse d'ailleurs, sans gluten, sans ceci, sans cela, vous mangez plus. Alors, c'était plus une c'est à double tranchant ce qu'il faut se dire, parce que moi j'ai commencé de fumer pour faire comme les copains. Pour être dans le groupe, pas se cacher, l'alcool aussi. La première clope qu'on fume, ça arrache la tronche. Le premier verre qu'on boit, ça arrache la tronche. Qu'est-ce qu'on fait? Le corps il dit, c'est dégueulasse, ça Fabien, tu touches pas. Attends, le groupe social, t'as déjà pas confiance en toi, faut y aller mon gars. Mais le corps il a envoyé le message, on est d'accord. C'est pas bon pour la santé Fabien. Puis en plus, on dit partout. Alors, pourquoi tu fais? Oui, mais ma considération sociale avant tout. Si je m'écoute et si je me respecte, les mecs, je peux faire partie du groupe quand même. S'ils me disent non, tu fumes pas, t'es pas un vrai pote. Bon, quand on en a deux, c'est dur d'avoir ça. Mais on peut l'avoir. Après, si j'adapte une alimentation qui me convient, je vais dans la société. Tu manges avec nous. Deux solutions. Ou je me respecte et je dis, là, je peux pas parce que ça. En ce moment, je vis ça. J'ai envie de mener mon expérience dedans, je ne sais pas si ça durera 6 semaines, 6 ans, 6 mois, 6 jours, je ne mange plus par exemple de gluten. J'ai envie de tester. Donc je me respecte et je fais un test, limité dans le temps, c'est-à-dire je ne me coupe pas de l'autre. Je peux avoir aussi l'autre solution de dire, la pression extérieure est forte, je mange le gluten. Mais je sais que c'est pas bon pour moi, et en plus,
avant de le manger, il est déjà mauvais pour moi. Donc je vais me faire doublement mal au bide. Voilà. Et il y a la troisième voie de dire je vais manger un petit peu, c'est-à-dire je participe. Mais je ne me dis pas. Alors après, dans cette troisième voie, il y a deux itinéraires bis, on va dire. Il y a où je mange avec le plaisir de partager, et l'aliment il ne me procure rien d'autre que du plaisir, ou je mange avec la culpabilité. Voilà. Et puis surtout, le fait de dire t'es vraiment nul, t'es même pas capable de tenir un truc, et ben là je vais me torpiller le bide plus que j'ai mangé 3 fois plus de gluten. Très complexe, très complexe. Mais on peut aussi voir une autre voie, une quatrième voie, de dire je ne mange pas, mais pas de dire vous mangez du gluten, vous êtes des cons, vous connaissez rien. C'est dire bah, c'est mon choix. Et puis là on laisse venir les questions, et puis qu'est-ce qu'on fait? On amène la possibilité à l'autre d'avoir une réflexion qu'il n'a jamais eue sur le gluten. Ah pourquoi c'est quoi le gluten? Puis là vous lui expliquez. Ah c'est intéressant. Et puis pourquoi tu fais pas ça? Parce que j'ai tel symptôme. Et que là ça me les calme. Ah ben moi aussi, puis ma tante Yvette elle a ça aussi. Et puis là tu lui dis bah essaye. Et là vous n'avez pas prêché, vous n'avez pas fait de prosélytisme, vous avez respecté tout le monde et vous êtes respecté vous-même. Non, puis il y a quelque chose qu'on ne trouve pas, on peut voir les gens aussi sans forcément. Voilà, sans forcément manger, parce qu'il y a quand même quelque chose toujours quand on voit les gens, c'est toujours un bon café, il y a juste un à manger, ou il y a toujours quelque chose avec la nourriture, enfin c'est souvent lié à la Et qu'est-ce qu'on dit après un repas gargantuesque de nous faire péter la vésicule? Je le fais, hein, je déboutonne. Ah, on a bien mangé. Bien mangé. On est lourd. On est pété à ras-bord. Bien mangé. Mais je dis bien mangé. Et si on voit quelqu'un d'obèse, ah, il se porte bien. Ah non, il se porte mal. T'as bien mangé? Non, t'as mal mangé. Mais ça renvoie à quelque chose quand même. Pourquoi dire ça? Quand on voit un bébé bien grassouillé, là, oh, il est bien, c'est bon, il a des réserves, il va être costaud. Hein. Ça déborde partout, ça coule du nez, des oreilles, il y a des diarrhées, il y a tout ce qu'il faut, ça indique qu'il faut vite arrêter. Comment? Ah, vous rigolez? Il y a même une intolérance par rapport aux obèses. Je crois que dans ce monde des apparences. Il y a de plus en plus d'obèses. Il y en a de plus en plus. Ouais. Mais Et les parents sont contents d'avoir un gros dodu. Non, au niveau social, il vaut mieux être mince qu'obèse. Ça dépend de quelle classe sociale on Ah, appartient. là, dans le monde paysan, je peux vous dire, ceux qui ont manqué, ils attendent que des enfants gros. Moi, mon meilleur ami, sa mère lui disait mange mon gros. Et ses parents avaient manqué. Des sneakers, des marches. C'est ça, hein? Je veux dire que c'est mince et on dit toujours qu'il faut faire attention. Donc c'est plutôt... Moi, je suis assez mince et justement, j'ai un peu changé d'alimentation. Mais on dit souvent qu'il faut faire attention. Et on ne dit pas que t'es mince, on dit que t'es maigre. Oui, on dit que je suis maigre. Différence. C'est vrai qu'il dit mince. Oui, on dit que t'es trop maigre, faut que tu fasses attention, faut que tu fasses des analyses. Alors que bon, quelqu'un qui va manger. Quelqu'un qui est obèse, on lui dira pas ça. On va pas lui dire t'as des carences. Je ne sais pas. Ah, si, À ouais, l'heure ça. actuelle, je crois que dans certains milieux, eh bien, on est mince. Bah, disons que pour l'esthétique ambiante, marketing, oui, c'est la minceur qui fait. Moi, je dirais même c'est la maigreur. Quand je vois des filles défiler sur des podiums, je vois des squelettes ambulants. Puis si on enlève le fond de teint, on se dit c'est des gens très gravement malades. Mais retoussé sur Photoshop, ça fait envie. Hein. Pardon. Mais c'est faux. Il n'y a rien derrière tout ça. On voit rien. Il n'y a pas... C'est question de dosage, en fait. Bah, c'est surtout de perception des choses, parce que on va dire un enfant, voilà, il se porte bien, puis un autre, attention, il a des réserves. Moi, il y a une infirmière qui a déjà sorti à ma compagne, qui est mince, mais qui est pas, enfin, qui est mince, qui est un peu en chair quand même. Toi, tu n'as pas de chance que le jour où tu auras un cancer, tu vas mourir plus vite que les autres parce que tu n'as pas de réserve. Infirmière, hein, mais c'est véridique. Hein, et j'en entends, mais des... On entend. Et ça, c'est des gens éduqués. Bac plus 3. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Fais des réserves au cas où. Alors que peut-être que, on s'est enregistré, que je le dise, mais peut-être que quand on perd vite du poids pendant un cancer, peut-être que le corps il cherche à se débarrasser de quelque chose d'intrusif, peut-être. Alors peut-être que plus on a de réserves, plus ça demande de travail au corps. Peut-être.
Et peut-être que quand on est malade, le fait qu'on n'ait pas faim, c'est un signal qui est assez fort envoyé par le corps. Mais on dit quoi? Un enfant qui est malade et qui ne veut pas manger mange pour prendre des forces. Tout le temps. Et il n'a pas faim, le gamin. On va lui donner même ses sucres préférés. Là, c'est... Tiens, va jouer à la console. Tiens, si tu manges, tu joueras à la console. On va même bidouiller. Je jouerais bien à Dragon Ball, là, quand même. Je vais prendre le... Il n'en veut pas, hein. Et pourquoi on force? La peur, tout le temps. La peur du manque, tout le temps. Mais c'est ancré fortement, ça. Mais là, on n'est pas dans l'alimentation santé, on est dans l'alimentation de la peur. Et c'est tout le temps l'alimentation qui prédomine. Et ce que tu disais, c'est exactement ça. On ne va pas regarder, se poser la question de la carence sur un gamin qui va manger que des pâtes et du fromage. Je le sais, c'est mon cas. On va dire de 9 ans à 20 ans, j'ai mangé que ça. Ça m'a coûté ma santé. Mais personne ne s'est posé la question pour moi. Par contre, on commence à regarder mon fils de 10 mois qui mange beaucoup de fruits, beaucoup de légumes. Ah, mais quand même, il ne va pas manquer de quoi? De quoi? À son âge, les gamins, ils mangent des bouillies de riz. Qu'est-ce qu'il y a dans le riz blanc en bouillie? Est-ce que quelqu'un peut me dire quel nutriment il y a dans le riz blanc? Il y a du sucre. Mais c'est comme ça. C'est-à-dire un aliment blanc qui n'a pas de couleur, qui n'a pas de vie, qui est mort, qui est cuit, qui est bouilli, qui est préchaud. En plus, des flocons. Il y a des trucs qui ont été bouillis, il ne reste plus rien. Mais on va être quand même dans cette dynamique-là. Il faut que ça bourre, il faut que ça cale. Et puis, un enfant qui a une monoalimentation, ça ne sera pas dérangeant, on ne posera pas la question. Par contre, si les parents disent il ne mange pas de viande rouge, juste la viande rouge, hein, c'est rien. Hein. Et il va manquer. Mais de quoi il va manquer? Parce qu'il va manger de la viande blanche, il va manger du poisson, il va manger des œufs. Mais on ne se posera jamais la question inverse d'un gamin qui ne mange jamais de fruits et jamais de légumes. Moi, j'ai jamais fait manger de fruits et légumes crus. En fait, Voilà. c'est pas, depuis petite, hein, et puis je suis allergique, rien que je touche les œufs et les tomates, je change de l'eczéma, donc je peux pas, tout ce qui est cru, je ne peux pas manger. Très intéressant aussi. Pourquoi, à votre avis? Ça, c'est très intéressant. Parce que là, c'est une réaction du corps qui est violente, du coup. Oui, c'est vrai. Tous les légumes? Tous les légumes, Ok. tout ce qui est cru. Tout ce qui est cru. Donc tout ce qui est vivant. Par contre, si vous tuez quelque chose, cette chose ne vous fait plus de mal. Oui, je peux manger une tomate cuite, ça va. Et si vous la touchez, vous n'avez pas de mal. Non, Alors pourquoi? Comment vous l'analysez, vous? je sais pas. On va essayer de pousser la réflexion, parce que c'est intéressant, là, comme cas. Parce qu'ils entendent parler qu'ils font manger des fruits et légumes, mais bon, je me rappelle un médecin qui m'a dit une fois, le monde est bien fait, parce que j'ai pas de carence et tout, mais c'est vrai que... Mais j'ai fait des tests à l'hôpital et tout, quoi. Alors, vous les avez fait au niveau de la muqueuse intestinale, des anticorps? C'était déjà sur la peau, Et qu'est-ce que ça donnait? Ben ça, D'accord. Alors, moi, la question que je pose par rapport au phénomène allergique, tout le temps, c'est est-ce que tu es allergique à quelque chose de naturel ou est-ce quelque chose qui n'est pas naturel? Donc, est-ce que la tomate est naturelle? Oui, si elle n'est pas traitée avec plein de voilà, itinéraire machins chimiques. Donc, est-ce que vous avez essayé avec des aliments bio? oui, et puis... Ça te fait aussi. Voilà. Donc, on élimine cette piste. Qu'est-ce que ça peut être d'autre? Enfin, même certains médicaments comme l'aspigite, parce que la vitamine C, c'est la vitamine C en fait aussi. Ah, la vitamine C. Ouais. Parce que vous en avez peut-être suffisamment dans votre corps déjà et que... La vitamine C, on ne la stocke pas. Elle ne se renouvelle pas en 24 heures. Mais Ah, ça, c'est c'est qu'on en a pas sous besoin. forme d'œufs dans la bouche. Des aftes? Est-ce qu'il y a des œdèmes? Oui. D'accord. À quel niveau? Voilà. Au niveau de la gorge. Ok. Donc c'est vraiment sur le trajet de l'aliment en lui-même. Oui, Et donc quand vous détruisez la vitamine C à la cuisson, c'est ça, elle commence à être détruite à 40, 60 degrés, il n'y a plus cette manifestation. Donc c'est plus spécifique, plus la vitamine C que les fruits et légumes. Oui, peut-être, mais comme il y en a pratiquement Dans tout ce qui est cru, la vitamine C, il y en a partout. Et c'est pour ça qu'on doit manger des crudités, justement, parce qu'on ne peut pas stocker la vitamine C. Donc vous, c'est plus... Il ne faut pas se tromper de cible. Ce n'est pas les fruits et légumes le problème. C'est la vitamine C qui est incluse dans les fruits et légumes. Ce matin, je voyais une dame en séance, elle me dit, je suis dégoûté des images. Vous n'avez pas le droit de dire ça. J'interdis. Vous êtes tombé sur une ordure, oui, mais vous n'avez pas le droit de catégoriser. Votre problématique, c'est la vitamine C, pas les fruits et légumes, qui malheureusement, pour vous, en contiennent. Mais c'est très rare. Hein. Ah oui. C'est très rare. Est-ce qu'il y a eu des analyses de fait au niveau du foie? Oui. Ouais, et puis rien. J'avais eu un genre de
cryoglobulinémie, enfin une maladie auto-immune, Ouais. je pense que ça vient aussi. Ah oui. Alors maladie auto-immune, très intéressant aussi. Qu'est-ce que ça veut dire en gros? Ça veut dire que nos propres cellules, celles du système immunitaire, attaquent d'autres cellules du corps. C'est comme si j'étais schizophrène à me battre avec moi-même. Est-ce que ça paraît logique? Est-ce que vous êtes schizophrène? Non, vous avez l'air d'être bien dans vos godasses. Donc on élimine la piste. Mais on a vu tout à l'heure que si je mettais un aliment qui était fait pour moi, la courgette, il pouvait avoir deux réactions du système immunitaire. Ou il fait rien, si c'est cru, ou vient chercher à désinguer. Si c'est je mange plus, il faut que je les épluche quand même. Je ne peux pas manger la peau. Ça me fait. Vous ne pouvez pas manger. De peau, j'épluche même ce que je peux. D'accord. Si c'est pas épluché, ça fera peut-être moins d'effet, moins de rougeur. Ouais, c'est là où il y a plus de présence. Ouais, ça fait sens. Et donc pour la maladie auto-immune, là, la leucocytose digestive produite, c'est une sorte de maladie auto-immune. C'est-à-dire un déclenchement de globules blancs pour venir chuter des cellules qui appartiennent au corps et qui sont bonnes. Sauf qu'il y a des cellules qui sont malades dans le corps, sous plein d'autres formes. Par exemple, quelqu'un qui a une polyarthrite rhumatoïde, c'est une maladie dite auto-immune. C'est-à-dire que les phénomènes inflammatoires qu'il y aura au niveau articulaire, ce sont, si on prend des immunosuppresseurs, on n'a plus ces douleurs-là. Si on supprime le système immunitaire. Donc ça veut dire que notre propre système de défense, c'est lui qui nous fait du mal. Ça n'a pas de sens, on marcherait sur la tête. Sachant qu'il y a de plus en plus de cas de maladies auto-immunes, il y aura de plus en plus des traqués. C'est plutôt des cellules qui sont des traqués plutôt que les gens. Donc ces cellules malades, elles viennent être détruites par le système immunitaire. C'est-à-dire que l'organisme se bat contre lui-même pour défaire des choses qui ne sont pas bonnes. Et ce sont des cellules congestionnées, avec de mauvaises informations. Généralement, on va dire pour le cas de la polyarthrite rhumatoïde, en tout cas, c'est des concrétions calcaires qui se passent sur l'articulation. Donc c'est du calcium qui est là sans être là. Donc encore une fois, calcium et calcium. Donc c'est-à-dire du calcium inorganique, puisqu'il n'est pas dans la cellule. Il se trouve en dehors de la cellule osseuse, il ne va pas. Mais là, ça sera... pareil, il faut pouvoir l'entendre, ce que je vais dire. C'est le calcium du lait de vache, qui n'est pas physiologique. Parce qu'on le déstructure. S'il est cru, ça peut passer, on n'en aura que 30%, mais il peut passer. Mais vu qu'on le pasteurise à 72 degrés, on le déstructure au niveau moléculaire. Donc, je fais entrer du calcium, mais au niveau du récepteur de la cellule, il me dit oui, d'accord, tu as l'information calcium, on voit que tu as un faux. Donc, je te dégage. J'essaie de t'éliminer par les reins. Il y a d'autres concrétions calcaires qui se font au niveau des reins, les calculs. Donc là, pour le coup, je parlais de ma compagne, elle a eu des calculs très jeunes. Et puis après, on s'occupe des reins, on nettoie, on ne comprend pas le message du corps, et puis après, on se met ailleurs. Et puis il y a des déformations articulaires, parce que ces dépôts de calcium sont venus là. Mais il y en a d'autres, ça sera dans le tissu adipeux. Il y en a d'autres qui passera par les urines, d'autres par les selles. Ça dépendra de la vitalité, de l'expression du corps de chacun. Mais ça fera quelque chose qui nous dit à chaque fois, le lait n'est pas un aliment de santé. Parce qu'il produit des méfaits, parce qu'il prend plus d'énergie qu'il en donne, et en plus, vu qu'on le déstructure, ça passe pas. Ce qui fait qu'on peut jeter le propre sur les produits laitiers, ce que je fais généralement allègrement, mais je ne le ferais pas s'il y avait du lait cru, et si les gens mangeaient en quantité plus raisonnable. Sauf que ça prend une telle importance dans l'alimentation moderne qu'on n'a pas d'autre choix de dire que c'est un poison, parce qu'on n'en trouve plus de cru, et puis surtout qu'on n'arrive pas à se modérer. Et ça en vient à un point où on a des phénomènes inflammatoires si élevés que ça vient direct impacter, mais sur quelqu'un qui est très équilibré. Quelqu'un qui parviendra à revenir à un état de santé normal, c'est-à-dire dur à obtenir, il pourra en manger sans souci, des fromages pâte crue ou du lait cru. Ça ne serait pas un problème, ça ne serait plus un problème. Donc c'est pour ça qu'on a toujours des leviers par rapport à quelque chose qu'on dit. On dit la pomme de terre. J'espère que vous ne vous sentez pas trop rigide, parce que c'est pas le but, c'est dire pomme de terre c'est pas adapté, oui mais on peut en manger. Le lait c'est pas adapté, oui on peut en manger, mais sous certaines conditions. Évidemment quelqu'un qui aura la maladie de cœliaque, il ne va pas manger de gluten, mais si quelqu'un a les intestins super en place, eh ben, il va se prendre son pain complet, ça tranche tous les jours, ça passera. Donc ça veut dire que dans la polyarthrite, par exemple, il vaut mieux supprimer les laits actuels, le comté... tout ce qui va être produit laitier et même céréales, faut... Donc régime du docteur Seignalet. Ouais, mais pousser plus loin, parce que lui, à l'époque où il était, on va dire, ce qui était dominant dans l'alimentation, lui il a dit sans gluten, parce que l'alimentation sans gluten il y a 40 ans, en France,
Il fallait la trouver, hein. Déjà il y a 10 ans, c'était pas évident. Donc en gros, lui, il s'était basé sur les recherches empiriques qu'il avait eues, c'est-à-dire des consommateurs de blé occidentaux. Sauf que quand on regarde aujourd'hui les pathologies qui existent en Asie, c'est les mêmes symptômes que nous, sauf que eux, c'est avec le riz. Donc s'il y a un signalé japonais, lui dirait je mets le riz en premier, puis le blé à la fin, parce que oui, il n'y a pas de consommateur de blé. Sauf que pour moi, je dis toujours, le gluten, c'est l'arbre qui cache la forêt. Parce que si on se réfugie derrière les céréales sans gluten en mangeant dans les mêmes proportions que le blé, bon, ça sera toujours moins parce qu'il n'y aura pas de gluten, c'est un produit engluant, puis elles sont moins acidifiantes. Mais si on consomme plus de céréales, si on vraiment contrebalance là-dedans, il y aura des problématiques qui vont s'installer. Et les gens qui ont des pathologies vraiment inflammatoires, type arthrite, rhumatisme, etc., et polyarthrite, il faut vraiment enlever les céréales de manière complète pour espérer avoir des résultats tangibles. On calmera les phénomènes inflammatoires juste en enlevant, mais on ne viendra pas sur la guérison. Alors qu'est-ce qu'il faut pour que ce soit presque la guérison? De toute façon, dès l'instant qu'on a une pathologie chronique, c'est-à-dire qu'il n'y a plus suffisamment de vitalité dans l'organisme pour endiguer et puis pour projeter en crise aiguë. Ah, évidemment, si on ne peut plus revenir à l'état de santé, j'ai rien à faire ici. Je le fais comment mon business? Comment je la paye ma villa? Alors, évidemment, le corps est merveilleusement bien fait. Il exprime que ça, des mécanismes de protection. Il fait que ça. Même la maladie auto-immune, c'est merveilleux. Ça veut dire qu'il arrive à retrouver des cellules qui ne vont pas, à refaire la chasse. Là, pour la vitamine C, voilà, il donne directement des indications. C'est génial. Elle pourrait s'intoxiquer à petit feu avec sa vitamine C puis mourir d'un coup. Ben, paf, elle a une éruption. C'est fantastique. Même une allergie, c'est fantastique. Dans ce que ça dit. Dans ce que ça exprime. Le corps, il s'exprime tout le temps. C'est quand le corps n'exprime rien que c'est dangereux. Les gens qui ont du psoriasis, ils me disent « Ah, c'est la plaie, je le maudis. » Mais je dis « Mais heureusement que tu as un psoriasis, sinon ça serait une tumeur que tu aurais à l'intérieur, tu la vois pas. » Là, tous les jours, tu te dis « J'ai un problème, j'ai un problème. » Je desquame, j'ai un problème, j'ai un problème. Ben, règle-le, comprends-le. C'est pareil. Alors si on revient à l'alimentation, ben, même chose. Toute réaction du corps vient témoigner d'un dysfonctionnement. Alors pour revenir à l'état d'équilibre, ce qu'on appelle un principe en naturopathie, c'est l'homéostasie, c'est de dire, ben, je reviens, je fais comme un reset et je reviens à quelque chose de basique. C'est-à-dire pourquoi le corps est fait. Oui, on m'a dit que si je mettais de l'éther dans ma voiture, ça roulait plus vite. Mais est-ce que je peux me permettre de rouler à l'éther les 250 000 km pour lesquels mon moteur est prévu? C'est pas dit. Si j'ai besoin d'un coup de boost, d'accord. Si je dois faire une course là, sur l'autoroute en rentrant, ouais, je vais mettre de l'éther. Mais au quotidien, je ne pense pas que ça va le faire. Donc c'est-à-dire, je vais remettre du gasoil. Gasoil premium. Ouais, désolé, je pollue. Hein. Pas cohérent. Et puis derrière, quand j'ai une problématique de santé, je dis, ben, je reviens à quoi? Alors là, est-ce que je suis capable d'entendre ça? Ce pourquoi l'humain est fait. Il est fait pour manger quoi, l'humain? Des racines, des fruits, des légumes. Alors déjà, il est opportuniste, comme tous les animaux. Il était cueilleur. Il mangera ce qu'il y a dans son environnement. Alors, quel est l'environnement de l'humain? On pourrait dire plutôt ça. Est-ce que, si on a besoin de ça, cet accoutrement, c'est peut-être qu'on est fait pour vivre sous des latitudes un peu plus basses, plus proches des tropiques, plus proches de nos cousins chimpanzés, on va dire, parce qu'on leur ressemble. Mais ça nous fait mal à l'ego de le voir, ça. Qu'on partage 99% de notre ADN et 99,5% de notre système digestif avec eux. Si je veux comprendre comment marche mon ordinateur, je vais regarder le fonctionnement d'autres ordinateurs qui lui ressemblent. Je dis, ah bah oui, d'accord, carte mère, microprocesseur, etc. On se pose des questions phénoménales, on élabore des théories, on se bat entre nutritionnistes, alors qu'il y a juste à regarder le schéma du système digestif, pourquoi il est fait. Est-ce qu'on serait la seule espèce sur Terre, alors je veux bien qu'on soit exceptionnel, attention, la seule espèce sur Terre à boire du lait après notre période de sevrage? Est-ce qu'on serait la seule espèce sur Terre à boire du lait d'un autre animal que de l'eau? Est-ce qu'on serait la seule espèce sur Terre à mélanger nos aliments en les mangeant? Est-ce qu'on serait la seule espèce sur Terre à devoir les modifier avant de les manger? Ça, c'est des questions à se poser, mais on pose la question, mais est-ce qu'on a envie d'entendre la réponse? Moi, je ne vous la donnerai pas, hein, ce soir. C'est à chacun de se la poser, mais c'est la difficulté de l'alimentation de santé, c'est d'être frustré par la réponse qu'on va demander. Et les personnes que je reçois, à chaque fois, me disent, est-ce que vous pensez que je devrais? Puis je dis, à votre avis? Je réponds jamais, mais jamais, jamais, jamais. Et tous savent ce qu'ils ont à faire. Il y a des fois, mes séances se limitent à enlever la peur des gens. J'ai rien d'autre à faire.
Mais c'est la réponse qu'ils ont du mal à accepter. Et ils préfèrent que ce soit quelqu'un d'autre qui leur impose, plutôt que eux, par peur de mal faire, parce que j'ai une étiquette de naturopathe et que j'ai un savoir supérieur ou leur. Ben non, je ne pense pas que je puisse savoir mieux que vous ce que vous fait la vitamine C. Je ne veux pas vous l'enseigner. C'est clair. Les réactions que vous faites, quand vous faites une grosse raclette, je ne vais pas vous dire ce qui se passe dans votre digestion. Vous allez me dire, je m'en fous de tes trucs d'enzymes. J'ai le bide plombé, j'ai envie d'aller aux toilettes. Eh ben voilà. On n'a pas besoin d'avoir fait une licence de biologie et puis des études poussées en nutrition pour savoir que ça ne va pas. Et si on vous dit, comme le gluten, là je suis un peu en colère, parce qu'on m'avait interviewé pour Carnet Comtois là, sur un article sur le gluten, et puis la personne vient en me disant, l'angle de son article c'est le gluten, est-ce que c'est une mode ou... Alors, elle m'appelle 2-3 fois, on fait l'interview par téléphone, on te voit en physique, on complète par mail. Alors je lui apporte les études de Seignalais, du docteur Jean-Pierre Villel, je lui montre les études qui sont faites aux États-Unis sur 40 millions de personnes, les ressources. Je dis voilà, c'est un fait. Je lui envoie des personnes qui lui témoignent de mieux-être en enlevant le gluten sur les problèmes de peau, sur les problèmes digestifs, sur les problèmes d'irritabilité, d'énervement, problèmes rénaux, des gens qui étaient sous dialyse, qui ont eu des effets. Et au final, l'article, c'est de dire c'est pas spécialement intéressant d'enlever le gluten. Et puis surtout, adressez-vous à un spécialiste, un diététicien. Mais un diététicien jamais vous dira d'enlever le gluten si vous n'êtes pas cœliaque. Parce que c'est vert ou rouge. Il n'y a pas de juste milieu. Et on vous diagnostique, mais j'ai le bide en vrai que le docteur, quand j'ai mangé du gluten, je sors en diarrhée, c'est du feu que j'en ai. Ah non, cœliaque, non. Non, c'est psychosomatique. Parce que le résultat ne montre pas, mais le vrai résultat, c'est votre ressenti quand même. Et personne ne peut vous l'imposer, personne ne peut vous dire ça dans votre tête. Mais quand je dis médecin, c'est pas pour jeter l'opprobre sur la médecine allopathique, c'est pour dire naturopathe, n'importe qui confondu. L'alimentation de santé, c'est l'alimentation de ressenti. Mais de ressenti avec des aliments justes, c'est-à-dire, ma mère, je l'entends me dire, je suis allergique aux tartes. Je ne peux plus manger de tarte, je suis allergique aux tartes. Alors, on décompose, vous avez vu, je fragmente à chaque fois. C'était quoi le point commun de tes tartes? Il y avait des fruits, d'accord. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre que les fruits? Est-ce que c'est quoi la dernière tarte? Tarte aux fraises. Quand tu mangeais ces fraises, ça allait. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que les fraises? La pâte elle est faite de quoi? De la farine est faite de quoi? De blé. Ah, on va refaire des tartes avec une autre farine que le blé. Est-ce que ça passe? Oui. Miracle, tu n'es plus allergique aux tartes. C'est comme ça. Manger des pâtes, ça ne veut rien dire. Pâtes de quoi? Il y a quelqu'un qui me dit, j'ai mal au ventre quand je mange des pâtes. Mange des pâtes, mais de sarrasin. Peut-être que ça sera différent. Ne pas toujours cadrer, c'est-à-dire, c'est pas l'aliment l'ennemi, c'est la vitamine C, où il y a un problème de métabolisation. Puis là, je ne sais pas, là je vous pose la question sur le foie, vous me dites qu'il y a une maladie auto-immune. Peut-être que c'est en lien, peut-être que le jour où il n'y a plus de maladie auto-immune, peut-être qu'il n'y a plus de réaction. Peut-être, on ne sait pas. Je ne vais pas vous induire sur une piste qui ne serait pas bonne. Mais des fois, il ne faut pas se tromper entre le symptôme et la vraie cause qu'il y a derrière. Mais en tout cas, si on mange et qu'on a moins d'énergie, si on mange et qu'on a des diarrhées, si on est constipé, c'est que forcément il y a quelque chose qui s'est mal passé. Et c'est à nous d'investiguer, de faire un petit peu l'inspecteur. Alors il y a des ressources pour ça, il y a des personnes ressources pour ça, mais c'est de se dire je ne suis pas tout seul et à quoi servent les intestins si ce n'est à utiliser des aliments. Et c'est là où on ne peut plus être dans la frustration, parce qu'on va abandonner ces symptômes douloureux. Comment on peut dire je suis frustré de changer d'alimentation si on ne va plus 20 fois aux toilettes par jour, on ne se prend plus de douche? C'est ça. Et cette dame-là, elle venait avec la frustration. J'adore le blé. Et là, ça ne lui viendra même plus à l'esprit d'en manger une fois dans sa vie. C'est évident. Et c'est pas moi qui lui aurais dit, c'est son corps. Là, c'est merci, quoi. Je peux passer une nuit tranquille. Et donc ça doit être que ça, mais c'est ce plaisir qu'il faut en retirer. C'est pas la frustration de plus manger sa galette le matin avec son beurre ou je sais pas quoi. C'est de se dire je vais mieux, puis surtout, en dehors de ça, j'ai découvert des aliments qui me conviennent et en plus qui ont un goût incroyable que je connaissais même pas. J'avais jamais mangé de mangue, j'ai découvert l'amande. J'ai découvert le brocoli. J'ai découvert le panais, j'ai découvert le rutabaga.
J'ai découvert d'autres variétés de patates, j'ai découvert les patates douces, j'ai découvert plein de choses. Le chou rave, délicieux le chou rave cru. Un goût un peu fruité, c'est des choses incroyables. Il y en a plein. Mais pour ça, il faut les expérimenter, puis se dire, ok, j'enlève par exemple le produit laitier, et je vais me découvrir le lait d'amande, je vais me découvrir les fromages végétaux, lactofermentés, découvrir tout un tas de choses, et j'aurai plein de plaisir, je ferai des nouvelles recettes. Et là, on en vient à l'aspect social, je ferai découvrir aux autres qui seront très contents de découvrir des choses qu'ils n'ont jamais mangées. Grosso modo, par cycle de 20 ans, on tourne, ça c'est statistique, avec 8 ou 9 menus. 8-9 menus qu'on fait revenir comme ça tous 20 ans, puis en général tous les 20 ans, ou parce qu'on change de conjoint, ou on change de lieu, on va mettre un peu de nouveauté. Sachant qu'on reprend généralement ceux de nos parents, c'est beaucoup d'informations symétriques. Et si on parlait des grands-parents, rappelez-vous aussi qu'ils faisaient beaucoup de troc. Je te donne 2 lapins contre un peu de ta récolte de choux. Et puis il y avait une diversité par le troc aussi, de fruits et de légumes. Si vous regardez sur les étals, c'est toujours les mêmes choses. Si vous regardez les paniers à fruits chez les gens, il va y avoir pommes, bananes. Il y en a des centaines de variétés. Bon, évidemment, dans le commerce, il n'y en a pas autant. Il y en a tout un tas. Des figues fraîches, des raisins, tout un tas de raisins. Il y en a quoi, un peu d'amertume, il y en a d'autres qui sont plus sucrés. Des figues pareilles, il y en a différents. Il y a des kakis, il y a des coings, il va y avoir les coings là, cette saison, des poires, il y en a des dures, il y en a des complètement farineuses. Tout un tas de goûts, c'est d'avoir cette variété-là. Et on ne peut pas être frustré. Comment on peut être frustré en découvrant des choses tous les jours? Les coings, c'est plutôt... faut les faire un peu... faut les laisser bien rancir. Ou alors, il faut les faire en gelée. Ouais, en confiture ou même en pâte. On peut faire des tagines au coin. Ah oui? Oui. D'accord. C'est bon. Je ne savais pas. Qu'est-ce que vous faites ce soir? Vous invitez avec nous? J'ai déjà des lentilles avec... c'est bien, ça va tout le monde les lentilles. Et un peu d'œil. J'apporte la boisson, je suis à l'eau en ce moment, ça vous dérange pas. Est-ce que vous auriez des questions? Oui, alors la polyarthrite rhumatoïde. Donc, ça vous intéresse ça? Oui, ouais. Parce qu'en peu de temps, j'ai 3 personnes de mon entourage qui viennent de découvrir pour eux une polyarthrite rhumatoïde. Bon, moi je savais, le docteur signalait, parce que j'ai entendu plusieurs émissions, et Vilaine aussi. Donc il faut supprimer le blé, le lait, le fromage. Vous n'avez pas écouté. Il faut aller plus loin que le blé. Ça dépend ce qu'on veut faire en fait. Ça dépend quelle implication on veut mettre. Ou on veut juste un quotidien qui soit plus agréable, ou on veut guérir. Si on veut un quotidien plus agréable, on enlève, ça. Si on veut vraiment guérir, là on se dit, il va falloir que les gens qui ont une polyarthrite rhumatoïde, leurs émonctoires, c'est-à-dire foie, rein, intestin, ils ont 20 ans de plus que leur âge. Si c'est des gens qui ont 40 ans, ils ont des organes fonctionnels à l'état de 60 ans, grosso modo. Donc il faut retravailler sur ces organes-là. Et là, il n'y a qu'en passant par une détoxination très profonde, organique, qu'on peut revenir à un état de mieux-être. Donc là, c'est se baser sur une alimentation qui est physiologique, c'est-à-dire essentiellement faite de fruits, de légumes crus. En général, ils ont les intestins complètement enflammés, donc les crudités ne passent pas. On est là. Donc là, c'est petit à petit. Ces gens-là, en 6 mois, c'est déjà travailler sur les intestins, diminuer la charge toxique, et puis après nettoyer les organes. Donc ça sera avec une alimentation spécifique au départ, puis après graduellement pour aller jusqu'à des monodiètes, voire des petits jeûnes, voire des jeûnes plus longs, selon l'état d'intoxication. C'est pour ça qu'il y a toujours eu des résultats limités. Ça dépend toujours, 1, de la vitalité de l'organisme, et 2, de l'état d'encrassement. Toutes les polyarthrites de rhumatoïdes ne se verront pas. Juste avec le régime signalé, ça passera, puis d'autres où ils en relèveront 30% de leurs symptômes, et ils se maintiendront comme ça. C'est quelqu'un de ma compagne, donc il faut aller au-delà. Après, ça renvoie à la problématique. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Quelles sont mes peurs? Quels sont mes blocages? Là, c'est d'autres choses. Donc, pour avoir qu'ils aient un régime, c'est déjà qu'est-ce qu'ils veulent faire. Parce que c'est pareil. Est-ce que je suis prêt à accepter de la frustration? Sur quoi j'ai envie de rogner dans mon quotidien? C'est ça l'alimentation santé. Souvent, on veut la pilule magique. Ah bah si.
Moi, ma compagne, quand on a changé d'alimentation, elle me disait je préférerais prendre les immunosuppresseurs. Elle le sait que ça lui flinguait le foie. Et puis que ça ne changeait rien, parce qu'au fond d'elle, l'inflammation gonflait, mais qu'elle n'avait plus l'information, quoi. Et là, elle devait remettre en cause son alimentation, c'est vachement plus chiant. Et donc, quel est le seuil d'acceptabilité de la personne par rapport à ça? C'est que ça, en fait. Puisque ces gens-là, ils ont déjà eu l'info. Ils signalaient, on va dire à Internet, aujourd'hui, on met régime alimentaire polyarthrite rhumatoïde. Il va y avoir des forums, des milliers de trucs dans toutes les langues. Ah, régime signalé, pour moi, c'est quoi? Si je commande le bouquin, il est en promo sur Amazon, je le commande à 13, c'est rien. En 2 jours, on a dans la poste à 13 €, il a tout dit il y a 40 ans. Mais qu'est-ce que j'ai envie d'entendre de la réponse que j'ai demandée? Ah, on peut faire son chemin, il y en a, ils vont commencer doucement, ils sont dans la peur, puis ça va mettre 10 ans, puis l'autre ça mettra 1 an. C'est pour ça qu'on ne peut pas calquer une alimentation sur des gens, là où on recommande au niveau de la diététique, tous la même alimentation. Alors qu'on n'a pas du tout le même vécu, tous les mêmes activités, tous les mêmes attentes. Moi c'est quelque chose de très sédentaire. Voilà, par exemple, Frédéric il fait beaucoup de sport, peut-être qu'il a fait beaucoup de sport ce week-end, il ne va pas manger comme moi. Moi j'ai mangé 2 bananes aujourd'hui, avec 3 noisettes, parce que ça me suffit pour ce que j'ai à faire. Mais admettons que je fasse un match de tennis contre Frédéric, ça va aller au début. Alors, de toute façon, il va me triquer rapidement parce que je suis venu au tennis. Mais admettons qu'on aille jusqu'au 5e siècle, ça va me faire bizarre. Parce que je ne suis pas adapté dans mon régime. Et donc on dit qu'il faut autant de calories pour les personnes. Mais ça ne peut pas marcher comme ça. Parce qu'en plus, on a des métabolismes complètement différents. Il y a des gens qui ont des structures osseuses très lourdes, il y en a d'autres qui sont très minces, il y en a d'autres qui brûlent vite l'énergie, il y en a d'autres qui sont des plus lymphatiques, qui vont la stocker puis qu'on la diffuser progressivement. Il y en a qui ont un bon foie, donc ils vont stocker des calories, il y en a d'autres c'est moins opérationnel, donc ils vont moins les stocker. Ça va être dépendant de tout ça. Donc, mais la clé, c'est le ressenti personnel qui donne ça. Avant mon sport, je prends ça, je suis performant. Si je mange autre chose, je suis moins performant. J'ai ma réponse. Quand je mange ça, j'ai des inflammations dans les articulations. J'ai ma réponse. Et là, c'est aucun livre qui pourra vous dire mieux que vous cette information. Ça pourra venir valider puis aider le mental à comprendre en théorie pourquoi il se passe quelque chose comme ça, mais ça ne pourra pas se substituer à votre ressenti. Il y a des généralités qui se dressent aujourd'hui, parce qu'il y a tellement de millions de cas de personnes que signalées aujourd'hui, c'est dans un fauteuil qu'on peut recommander l'alimentation signalée presque à n'importe qui, en sachant que ça va faire bingo à tous les coups, on va avoir des résultats, c'est clair. Mais jusqu'à quel point il va falloir l'affiner? Ce qu'il ne faut pas oublier avec signalé, c'est que c'était il y a 40 ans. Et ça fait presque 2 générations, donc ça veut dire que la santé s'est grandement détériorée, parce que son régime ne suffit plus par rapport aux pathologies qu'il arrive à traiter. C'est ça qu'il faut se dire. Son régime ne suffit plus aujourd'hui, il faut aller plus loin. Il faut regarder sur les sites canadiens. Et donc les Américains sont les Nord-Américains sont dans le pragmatisme. Donne-moi des résultats et je fais. Puis alors eux, la bouffe, en plus, ils s'en foutent. Ils n'ont pas une tradition comme la nôtre où on a accroché à nos trucs, puis on a l'impression de renier et de se faire arrêter en tant que Français si on mange plus de pain avec concoyote. En tout cas de franc-comtois. C'est vrai, hein. L'aspect social, c'est dur. Hein. Il y a des gens qui me disent non, je boirai du vin toute ma vie. Cirrhose, non, je suis français. C'est dans le patrimoine, c'est la culture. On fabrique des armes aussi, hein. On va peut-être continuer de faire des guerres aussi. Parce que je taquine un petit peu. C'est la première ressource, on va peut-être, en période de crise, on va peut-être augmenter. On peut justifier tout et n'importe quoi. Donc c'est quelle réponse j'ai envie d'avoir et quel impact j'ai envie d'avoir. Mais il ne s'agit pas de se flageller pour ça, de se dire je ne suis pas capable de, c'est de dire pour l'instant ma priorité je ne peux pas la mettre là. Donc je dois travailler d'autres choses. Donc avant de travailler l'alimentation, je vais peut-être travailler sur une cause qui est un peu plus mentale ou un blocage ou un ancrage. Je ne sais pas où c'est, mais en tout cas c'est là et ça me bloque. Et c'est pas de se frustrer parce qu'en se forçant à manger comme ça, parce que si on ne fait pas l'équilibre mental derrière, on n'aura pas les effets attendus. Est-ce que vous avez des questions? D'autres questions? Même sur d'autres choses, ce que j'ai dit. Alors il faut faire son jardin pour manger des légumes. Oui, mais même si on ne peut pas avoir de jardin, on fait du troc.
C'est quoi, vous, votre particularité, votre don dans la vie? Je sais, Voilà. je n'ai pas. Est-ce que vous êtes une bonne confidente? Vous savez tenir un secret? Je pense. Ah ouais, bah vous dites, raconte-moi tes secrets les plus inavouables, et puis en échange, tu me donnes des légumes. La personne, vous lui faites voilà, un truc tout bête. Vous savez écoute, vous lui faites, tiens, je te fais des beaux sets de table, et puis en échange de légumes. Parce que sinon, on pourrait se dire, chaque fois on me dit, oui, mais il faudrait ci, il faudrait ça. On veut toujours, c'est ou rien, ou tout. Bon, on peut trouver un juste milieu, même si on n'a pas un jardin, on peut trouver quand même des producteurs locaux qui sont sympas, des amables, des trucs, on peut faire du troc, on a toujours possibilité de faire. On a toujours possibilité de mieux faire et puis de changer les choses positivement. Je te garde ton petit-fils et puis en échange tu me donnes patates. Parce que vous aimez bien les patates. Et puis voilà. Non, je sais On pas. peut tendre vers un idéal, mais sinon on va s'imposer une frustration énorme. On va tout ce que je disais, la blague. Évidemment que j'ai pas envie de polluer avec mon diesel. Et puis là pour l'instant tout de suite je peux pas tout faire. Et donc, comme on peut tout le temps, on se met une pression mais phénoménale sur les épaules tout le temps. C'est quoi la priorité? Si je suis malade, je ne vais pas m'occuper de mon diesel, par exemple. Sauf si je suis gravement intoxiqué, que je le fais tourner dans mon garage, parce que j'aime bien mettre des coups d'accélérateur. Mais au début, ça va être plutôt de me prendre en charge, puis après, j'étendrai. C'est toujours la priorité. Et le corps, lui, fonctionne toujours en fonction de priorité. Donc s'il a des crises aiguës, comme par exemple un urticaire, je vais tout de suite m'occuper que de ça. Et je pourrais avoir d'autres symptômes, c'est non, qu'est-ce que dit mon urticaire? Et je me polarise là-dessus. Et après, on en a pour une vie, travailler sur notre santé. Donc, mais c'est un plaisir. On améliore, on apprend, on transmet, puis du coup, vu que là on est, j'ai pas peur du mot, désolé, mais dégénéré, des gens dégénérés, on le voit au niveau des colonnes du foie justement, où il y a des activations qui se font chez les autres enfants pour des aliments qui sont pas faits, ou des choses qui sont pas faites, et on arrivera à changer les générations futures. Par notre expérience, on vit une époque un peu compliquée au niveau de la santé, on leur transmettra ce mieux-être-là. Dans la joie, évidemment. Oui. Ça peut être, on va dire, imposer de manger à un enfant, ça peut lui étaler des fruits et des légumes, puis qu'il fasse son choix. Voilà, je finirai sur les enfants, ça me semble bien. Je vous remercie pour votre attention, le petit nom, donc c'était sympa, c'était assez décontracté.